Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 22 avril et pour comprendre comment tourne cette planète au ralenti, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les Français épargnent à fond, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pognon ?» Et oui, des études reprises en boucle par pratiquement tous les médias nous avertissent que les Français épargne 230 € par mois. 230 €, laissez-moi faire un rapide calcul. Est-ce que ça ne serait pas à peu près le cinquième d'un SMIC? Or, la plupart des gens qui touchent un SMIC n'ont strictement aucune épargne et le plus souvent que des dettes. Oui, donc ces 230 €, évidemment, c'est une moyenne, ça ne veut strictement rien dire. Les Français épargnent 230 €, enfin ceux qui ont la capacité de s'acheter une voiture, de mettre une belle douche à l'italienne dans leur résidence secondaire, ou de refaire leur cuisine. Enfin, 50% des Français n'ont pas 230 € d'épargne de plus par mois. Ils arrivent tout juste à boucler la fin de mois. Et voilà, et les médias reprennent ça en boucle. Je suis absolument stupéfait de la bêtise ambiante. Alors je ne sais pas si le monde d'avant va se prolonger dans le monde d'après, mais enfin la bêtise, elle est toujours là et bien présente. Alors face à toute cette épargne, de beaux esprits s'interrogent. Mais comment obliger les Français, une fois que le déconfinement sera achevé? Je vous rassure, c'est pas pour tout de suite. Eh bien, quand ce déconfinement sera achevé, comment faire en sorte que les Français arrêtent d'épargner? Bon, je le répète, n'épargnent que ceux qui en ont les moyens. Et ceux qui ont les moyens, ont-ils vraiment envie aujourd'hui de se précipiter pour acheter le dernier sac Gucci? Il faut aider Kering, les ventes de Gucci ont baissé de 23%. Est-ce qu'ils vont se précipiter pour acheter le dernier modèle d'un constructeur allemand prestigieux? Ou est-ce que le véhicule n'ayant pas roulé pendant 3, 4, 5 mois, est-ce qu'on jugera finalement qu'il n'est pas si urgent de le remplacer? Alors bien sûr, le gouvernement français pourra toujours mettre sur pied de nouvelles primes à l'achat. Et je vous fais le pari que lorsqu'on va recommencer à rouler, eh bien comme par hasard, le prix de l'essence, lui, va commencer à remonter. Alors qui profite effectivement de la baisse des prix du pétrole? Eh bien, pas le consommateur français. Bon, la température est très très douce, personne n'a besoin de se chauffer, personne n'a besoin de se climatiser. Les grandes entreprises n'ont pas non plus besoin de climatiser leurs locaux ou leurs tours. Bref, en ce moment, cette baisse du pétrole, eh bien, elle ne profite à personne. Voilà, le pétrole qui a connu un krach historique. Alors on se disait lundi, on a vu le pire. Eh bien non, puisqu'hier, ça s'est poursuivi. Aux alentours de 20h, le baril de WTI échéance juin se négociait en dessous de 7 $. Rappelons que la veille, il était à plus de 25 et l'avant-veille à plus de 28. Autrement dit, le prix du pétrole a divisé par 4. Il se négocie ce mercredi aux alentours de 11 $, c'est-à-dire environ 50% de baisse par rapport à hier midi. Voilà, donc le krach continue et tout le monde disserte à perte de vue évidemment sur les raisons de cet effondrement. Nous vous l'avons expliqué, c'est tout simplement un effondrement très ciblé sur des contrats livraison mai, car la particularité d'un contrat sur le pétrole, c'est que contrairement à un contrat CAC 40 ou à une prise de position sur des dérivés de produits obligataires, eh bien vous êtes obligé de livrer ou de prendre livraison. Or, ceux qui étaient acheteurs devaient donc prendre livraison de ce qu'ils avaient acheté, et il n'y avait pas d'espace pour le stocker. Et comme je le disais dès avant-hier, le problème qu'on a connu avec la livraison mai, on la connaîtra probablement avec la livraison juin, parce qu'on n'a déjà pas de quoi stocker les 11 ou 12 millions de barils qui ont été extraits du sol américain le mois dernier. Si on continue d'extraire
11 ou 12 millions de barils. Le même problème se reposera avec encore plus d'acuité au mois de juin. Et même en supposant que les producteurs américains réduisent leur extraction à 10 millions de barils, sachant qu'ils s'en consomment entre 6 et 6,5 chaque jour, eh bien la production et l'offre demeurera complètement excédentaire sur juin, donc je n'étais pas étonné finalement qu'on retombe en dessous des $10 le baril. Faut donc pas s'omnubiler sur le pétrole, il faut regarder également ce qui va se passer sur les matières premières, car là aussi, partout, c'est la chute libre. Vous prenez par exemple l'acier plat dont on fait les carrosseries, ou dont on habille nos machines à laver, frigos, etc. La demande, elle est quasiment nulle. Il y a des tas de métaux industriels pour lesquels la demande est nulle. Alors imaginez le cauchemar pour un pays qui produit à la fois du pétrole et des matières premières. Je pense par exemple au Brésil, ou au Nigeria, ou vous pouvez même aller jusqu'en Indonésie. Alors l'Indonésie, c'est vrai, ravitaille beaucoup plus la Chine que les États-Unis ou l'Europe. Mais enfin, l'Indonésie produit du pétrole et d'autres matières premières. Donc tous ces pays producteurs, comment vont-ils équilibrer leur budget ? Comment vont-ils refinancer leurs dettes, sachant que leur déficit explose littéralement, que les créanciers le savent, et qu'il n'y a pas le même mécanisme qu'en Europe ou aux États-Unis, où la Banque centrale achète tout, achète les dettes potentiellement en défaut. Un producteur de matières premières dans un pays émergent, s'il n'équilibre plus ses comptes, il ne sera probablement pas sauvé. Et ce sera donc une ardoise pour les banques locales et de gros problèmes pour les finances du pays tout entier. Alors je dirais assez cyniquement que si les pays émergents sont réellement en difficulté à cause de ces problèmes budgétaires, eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les États-Unis, parce que quand on a un petit peu d'épargne, et oui, 230 € à placer, eh bien, on va préférer les placer sur des T-bonds américains que sur des obligations brésiliennes, indonésiennes, nigérianes, je ne dis même pas algériennes, ou quelques autres pays qui sont encore moins attractifs. Voilà, donc le mythe des 230 € à dépenser, oubliez ça. Le vrai problème, c'est quand est-ce qu'on sera déconfiné et pour quel type de reprise économique. Et bien ça, on en parle également, on en parlera samedi lors de la conférence qui s'appelle Trop de dettes vers un grand reset. Si vous voulez vous inscrire, vous pourrez le faire grâce au lien qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live demain 11h30, eh bien inscrivez-vous et abonnez-vous à la lettre confidentielle de Philippe Béchade. Je serai très heureux de vous retrouver demain, que ce soit sur cette quotidienne ou en direct au travers de notre live lettre confidentielle. À demain.